Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le lundi 14 novembre 2022, il est pratiquement 10h30. Voilà, et on est ensemble pour 1 heure de temps et vous pouvez même participer à l'émission. Nous appelons au numéro qui va s'afficher tout de suite en bas, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91 pour participer à l'émission, nous poser des questions, témoigner sur le thème qu'on va aborder aujourd'hui justement. Et le thème, c'est le suivant, réussir la transition de salarié à entrepreneur. Alors, monter son business pour changer de vie, gagner en liberté et en autonomie en devenant son propre patron. Comment concrétiser son idée, devenir entrepreneur ne s'improvise pas. On va en parler aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Adel Amalou. Vous êtes directeur d'un incubateur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. À vos côtés... Oui. Allez, pardon. Je m'appelle comment? Test. Farfoudjaï. Ah bah, tu sais quoi? J'ai un bug. Wahida Salam Chérif. Wahida Salam Chérif. Je suis vraiment désolée, j'ai un bug de bon matin. Wahida Salam Chérif avec sa rubrique Wichem. Bonjour. Oui, c'est moi. Enchantée Mounia. Bonjour Mounia, ça va? Ça va très bien, tu as passé un bon week-end? Magnifique week-end. Justement, j'ai rencontré des personnes, des fidèles de Canal Algérie et une maman avec sa fille qui regardait d'abord Ma famille, ma vie quand on passait en fin de journée et elle est pratiquement incollable la matinée. D'ailleurs, elle m'a demandé de lui faire un petit coucou et de vous faire à tous un petit coucou. Merci, voilà. C'est gentil. Eh ben, super, alors coucou. Voilà. Alors en face de vous, c'est Monsieur Houssine Boukabous. Vous êtes coach en entrepreneuriat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, merci pour la sympathie de bon matin. Mais avec plaisir. Et à vos côtés, Samira Hadj Ammar avec sa rubrique Pêle-mêle. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Très très bien. Eh ben tant mieux. Alors on commence. Non, très très bien, franchement. J'ai eu un petit bug de bon matin, mais ça va mieux. C'est bon, on peut commencer. Alors, de nombreuses personnes aspirent à devenir travailleurs ou travailleuses autonomes et posséder leur propre entreprise, mais seules quelques-unes réalisent leur rêve. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur peut réussir, Monsieur Boukabous? Eh ben, grande question. On commence bien. On commence bien. Bon, il faut d'abord dire que être entrepreneur ou être salarié, c'est un choix de vie. Hein. C'est une décision. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Maintenant, autour de ça, il faut démarrer d'une idée de projet. Après, il y a toute une démarche à suivre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va réussir ou pas? Ben, plusieurs facteurs. Déjà, l'état d'esprit. Il faut avoir un esprit entrepreneur et ça se travaille. On discutait en aparté, est-ce qu'on est ou pas entrepreneur? Oui, Samira, vous nous le disiez tout à l'heure, exactement. On peut tout acquérir, on peut ne pas... Parce que si on dit on est entrepreneur, ça on condamne tous les autres. Oui. On peut devenir entrepreneur si on le veut. Donc l'état d'esprit, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quelle est notre vision? Après, le reste, ça s'apprend. Il y a des techniques, il faut connaître son environnement. Il y a plein de choses. Je pense qu'on va débattre de tout ça. Est-ce que je peux rappeler juste une chose? C'est que certainement vous devez le savoir. Je parle en Algérie. Hein, on a pratiquement un peu plus de 90%, et c'est triste de le dire, des étudiants, quand ils terminent leur cycle, cherchent d'abord un travail où il y a une stabilité. Je ne sais pas pourquoi, à devenir employé. Mais c'est légitime. Mais c'est tout à fait... Qui ne cherche pas la stabilité? Non, je veux dire, ils veulent s'inscrire. Au lieu de... Il n'y a pas forcément l'esprit de créer son entreprise juste après, ou sa petite start-up, ou être à son compte juste après ses études. On veut d'abord, c'est juste mon avis, peut-être qu'on veut d'abord avoir une expérience professionnelle, travailler dans une entreprise pour savoir comment ça marche déjà, parce que ça des dépend. Études à l'entrepreneur. Moi, je pense, j'aimerais bien intervenir par rapport à ce point. Je pense que c'est une mentalité par rapport à la société. Hein. Donc aujourd'hui, on a tous vécu... quand on était petit, quand on partait à l'école, nos parents, ingénieur, exact, pilote, exact. Donc je pense que c'est une culture, donc d'abord. Hein, donc c'est une culture. Aujourd'hui, les jeunes, ça commence à changer. Hein. Donc je peux vous dire, nous qui, avec Houssine, on est sur le terrain, on sent qu'il y a beaucoup de changements et ça change vraiment. Mais par rapport à ce point, je pense qu'il y a un travail pédagogique à faire, de sensibilisation
tout le monde doit sensibiliser. Et c'est sûr que tout le monde ne peut pas être entrepreneur aussi. Hein, donc ça c'est sûr. C'est un choix de vie déjà. Pardon. C'est un choix de vie, mais aujourd'hui il y a des études. Il y a des études à l'international qui se font. C'est qu'aujourd'hui, on peut détecter un jeune qui a une fibre entrepreneuriale dès le jeune âge. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, nous, quand on était jeunes, quand on jouait dans le quartier, celui qui organisait les matchs de foot entre les quartiers, celui-là, on peut le détecter comme un entrepreneur parce qu'il a entrepris à organiser quelque chose. C'est l'esprit d'initiative, l'organisation. Exact. C'est plus l'initiative, parce qu'un entrepreneur ne doit pas avoir peur, parce qu'il aura celui qui se dit et à la risque. Voilà. Celui qui se dit qu'y aller sur l'entrepreneuriat, ça va être dès le premier mois, je vais commencer à décrocher des contrats, faire signer, trucs, ça. Mon ami, c'est pas encore exact. Donc pour y aller dans ce sens, il y a tout un travail à faire. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, il y a de l'accompagnement, il y a des coachs, il y a des structures d'accompagnement qui peuvent contribuer à la réussite de ces projets-là. Créer son entreprise, c'est pas avoir juste une bonne idée. Parce qu'en général, on dit avoir une bonne idée, c'est déjà ça le début. Moi, je suis contre ça. D'accord. Après, je ne sais pas l'avis de Hossein. Exact. Moi, je suis contre ça parce qu'on ne crée pas une entreprise à partir d'une idée. On crée une entreprise à partir d'un problème, une problématique. Comment résoudre le problème et non pas... Oui. Exact. Quand on trouve une solution à une problématique, c'est qu'il y a un besoin. Exact. Donc, si on a tous le problème de se transporter, on crée une entreprise de transport pour trouver. Et quand il y a un problème, c'est qu'il y a un marché. Et du coup, automatiquement, c'est ça la réflexion qu'il faut avoir. Mais l'innovation, c'est aussi créer quelque chose qui n'est pas forcément... L'innovation, c'est un facteur. Une demande. L'innovation, je pense, c'est un facteur. L'innovation aujourd'hui, c'est rendre ça plus accessible, plus facile, moins coûteux. Du service alors Ça dépend. Aujourd'hui, pas forcément que le service. L'innovation, elle peut être une chose ou bien une solution, un service, un développement qui accélère cette entreprise. Donc ça, c'est important. Et puis l'idée, je suis tout à fait d'accord, c'est que le schéma classique, c'est chaque problème posé sur le marché nécessite une solution. Chaque solution est une opportunité d'entreprendre. Après, comment faire pour réussir Kimakalek, Ahmoud Al-Parking est un entrepreneur, le jeune qui gère le parking. Qui s'improvise parkinger. Voilà. Oui, les sachets le marché. Vous prenez ces gens, vous leur donnez, vous les coachez, vous les accompagnez, vous leur donnez un peu une structure, une organisation. Ça devient un entrepreneur. En parlant du parking, on en a parlé ce matin avec Mounia, je trouve très sympathique la personne à Oran qui a créé la plateforme Ogarini. Garini, oui. Je connais les jeunes. Voilà, c'est une plateforme qui permet de savoir où il y a des places de parking libres. Ça, c'est important. Et oui, très important. C'est une solution à un problème. Exact. On trouve tous le problème, d'où garer nos voitures. Et avec l'application, ça, c'est une solution qui résout ce problème-là. Donc, il a un marché. Et l'aspect innovation, c'est cette application. Exact. Et parfois, on a des solutions, mais on ne sait pas par. On a des problèmes et on a des solutions, mais on ne sait pas par où commencer. C'est là où le coach et l'accompagnement. C'est là où c'est sûr, parce qu'on n'a pas des notions de gestion d'entreprise. Quand on est, par exemple, on rentre dans le sujet si vous voulez, quand on est employé, on a notre spécialité, on fait bien notre spécialité et on arrête là. Quand on est entrepreneur, c'est qu'on touche à tout. On touche à l'aspect organisationnel de l'entreprise, au management, à la partie financière, à la réglementation. Il faut qu'on touche tout, à la communication. Si on veut promouvoir notre entreprise, il n'y a pas mieux que l'entrepreneur qui doit promouvoir son entreprise. Donc tout ça, c'est on va dire les connaissances que l'entrepreneur doit acquérir pour réussir son entreprise. Très bien. Alors, avant de continuer notre débat, avant de rentrer bien dans le vif du sujet, comme on dit, je vous propose de suivre un reportage de notre journaliste Farida Benmessid qui est allée à la rencontre d'une jeune artisane qui fabrique du chocolat. On dit chocolatière, n'est-ce pas ?
Voilà, qui a décidé de changer complètement, voilà, qui a décidé de changer de vie, de démissionner et se lancer dans le chocolat. On voit ça et on revient tout de suite. Préparer son projet de création d'entreprise se traduit par des successions de plusieurs étapes. Choisir le métier que nous aimons, avoir un profil cohérent, disposer de connaissances et d'expériences nécessaires, bref, avoir du talent. L'idée du chocolat, peut-être, j'avais une tante, elle faisait du chocolat. J'ai toujours aimé l'ambiance addict à le chocolat artisanal. Quand je vois ma tante qu'elle prépare le chocolat, elle faisait le tempérage, l'odeur du chocolat à la maison, c'était magique, c'était beau. Kahina était enseignante dans une école primaire, un métier qu'elle adorait. Mais les circonstances ont fait que Kahina découvre une autre orientation, car au fond d'elle, elle était en quête de sens, du désir d'un travail manuel. C'est là qu'elle a entrepris de suivre une autre passion, le chocolat. J'avais des raisons, j'ai arrêté l'enseignement, c'était juste pour une maternité. Mais après, la période que je faisais, je voulais faire un truc pour moi. D'accord. Voilà. Alors j'ai commencé à faire des recherches, à acheter des livres qui concernent le chocolat. Je me suis dit, tu as toujours aimé le chocolat, pourquoi pas faire la même chose que ma tante. Après avoir fait son bilan de compétences, elle a nourri son projet et choisi de créer sa future entreprise à partir d'une idée qui lui correspond. Pour elle, la seule façon de se lancer dans cette aventure était de le faire par soi-même. Être artisane chocolatière, c'est aussi être vendeuse, munie de qualités relationnelles, le secret du marketing. J'ai contacté ma tante, elle a accepté de m'aider, de me donner ses recettes et tout. Mais elle m'a donné des conseils. Elle m'a donné les secrets à chocolat. J'ai commencé à pratiquer ça à la maison. Son travail consiste principalement à produire des desserts, des friandises chocolatées, travailler cette matière et préparer les pâtes, les garnitures. Un métier qui exige une maîtrise de technique, allant de l'hygiène jusqu'à la décoration. Je connais les principes du chocolat. Pourquoi pas faire une masterclass? تعلمت حاجات بزاف جديدة على الشوكولا. Je me suis améliorée في le chocolat, في les recettes, Pour Kahina, être artisane chocolatière, c'est la magie de transformer les ingrédients et d'être actrice complice de bons moments et de convivialité. Et depuis, petit à petit, بديت ندير les expositions. بداو الناس يعرفوني أكثر. Je faisais des dégustations gratuites. Les gens ont aimé les goûts, voilà, le produit تاعي. حليت plusieurs pages sur les réseaux sociaux. بداوني les commandes. خدمت مع des entreprises. Chez elle, on trouve l'amour du métier, beaucoup de passion et bien sûr du chocolat. Au menu, une variété de chocolat artisanal, truffes, bonbons chocolatés, chocolat fourré, l'odeur envoûtante du chocolat qui éveille les papilles. L'odeur envoûtante, mais l'image envoûtante aussi, n'est-ce pas? Ça donne envie de bon matin, c'est clair, c'est clair. Alors se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident. Comment on peut se décider de se lancer? On est déjà salarié, on a un poste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on démissionne? On se dit j'y vais, je me lance directement. Est-ce qu'il y a un bon moment pour se lancer? Comment ça se fait? On va commencer avec vous, coach. Enfin, le bon moment, c'est que c'est déjà une décision personnelle. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Maintenant, démissionner, ça a une procédure qui vient peut-être après. Mais si je décide et si je sais ce que je veux, si j'ai réfléchi sur le process, il faut se faire accompagner parce que des fois, on a besoin de vérifier. Moi, j'ai envie de faire telle chose,
Mais c'est quoi ce degré de l'envie? Les gens du développement personnel ont avec le pourquoi intérieur. Si votre pourquoi est très important, oui, vous allez affronter tous les problèmes parce que, comme disait Adel tout à l'heure, il y a des problèmes administratifs, il y a des problèmes de marché, il y a des problèmes de vente. Quand on est dans une crise comme la Covid, on ne travaille pas. Il ne faut pas penser que cet entrepreneur, c'est celui qui va ramasser un chiffre d'affaires tout le temps. Donc, il faut d'abord connaître ce que c'est. Il faut se renseigner. C'est quoi être entrepreneur? C'est quoi se lancer? Quel est l'environnement? Quels sont les avantages peut-être et les inconvénients? Si on comprend tout ça, on décide après. Mais on ne décide pas parce que c'est bien de se lancer, c'est bien d'être patron, c'est bien de... La réglementation aide. On va peut-être parler tout à l'heure de la réglementation pour les salariés qui veulent basculer. Il y a beaucoup de dispositifs qui peuvent aider. Maintenant, ça, moi je pense que le financement, le dispositif, ça c'est un détail, c'est un outil. Et il faut d'abord, avec soi-même, comprendre ce que c'est. Parce qu'on a tendance à dire le problème c'est l'argent, le problème c'est le marché. Non, c'est les finances. C'est important. C'est pas le premier problème à mon sens. Les dispositifs existants ont démontré qu'on a donné beaucoup d'argent à des gens qui n'ont pas forcément réussi. Oui, donc ce n'est pas forcément l'argent. Oui, c'est important. Sans financement, je ne peux pas lancer. Mais concrètement, les gens que vous avez reçus, que vous avez coachés, comment ils viennent? Comment ça se passe? Il y a de tout. Il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent. Il y a une idée précise. Il y a des gens qui veulent parce que c'est tendance. C'est bien de faire lancer sa boîte. Il y a des gens qui viennent parce qu'il n'est pas content de sa situation actuelle. Je suis salarié, je ne suis pas bien, ou je suis chômeur, etc. Il y a de tout. Il y a de tout. Après, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je pense qu'il faut d'abord connaître ce que c'est, être entrepreneur. Connaître un peu le marché. Il ne faut pas faire des études de marché pour pouvoir... Après, la procédure viendra avec un business plan et tout. Non, je pense que dans un premier temps, quand on fait des formations en création d'entreprise, moi, je suis d'avis à commencer par... expliquer un peu les concepts, montrer aux gens ce que c'est qu'une administration, ce que c'est qu'un marché, ce que c'est. Il disait tout à l'heure notre ami que je peux être le meilleur architecte au monde, mais je suis architecte dans un bureau d'architecture. On vient me demander de lancer mon propre bureau, ma propre entreprise. En plus de l'architecture, je dois acquérir beaucoup plus d'autres compétences. Bien sûr. La gestion, la finance. Je ne vais pas devenir financier expert, non, mais au moins savoir ce que c'est qu'une assurance, savoir ce que c'est qu'un prix de revient. S'entourer avec une bonne équipe aussi. Une team. On n'est jamais entrepreneur seul. Il faut une équipe. Je ne peux pas tout faire, ce n'est pas possible. Et d'abord comprendre, une première étape, c'est de comprendre ce que c'est. Après, comment viendra après. Mais d'abord, c'est quoi entreprendre? C'est vrai. C'est quoi entreprendre justement, Monsieur Amalou? Alors, quand on veut se lancer, on vient vers vous. Vous êtes directeur d'un incubateur. Donc, pour se lancer, on a une idée. On vient chez vous. Comment que ça se passe? Pour se présenter concrètement? Oui, concrètement. Ok. C'est bon, vous avez passé le processus de sélection. Oui. On vous a shortlisté. Vous arrivez. Après, ça dépend. Nous, notre incubateur, il met beaucoup les moyens pour les porteurs de projets, hein, parce que quand ils arrivent, ils sont en mode porteur de projet. Donc, déjà, on prend à peu près 2 à 3 semaines. On fait que des séances de brainstorming, qui veut dire, c'est que on discute, on revoit tout le projet qu'il a présenté de zéro. On le tire dans tous les sens. On essaye de peut-être intégrer de nouvelles idées, d'intégrer de nouvelles visions, peut-être qu'il n'a pas vu une niche, donc on va l'orienter aussi. Pourquoi on fait ça? Pour éviter les erreurs de parcours pour après. On essaye de maturer. Non, on essaie de maturer le projet au maximum. Hein. Donc on prend le temps, c'est la période la plus importante. Après cette période de 3 semaines, on passe sur la partie juridique. C'est la première partie qu'on met en place. Est-ce que le projet il a besoin d'un agrément? Le code d'activité où il va exercer, il existe ou pas? Donc ça, c'est une étape aussi importante. Ce n'est pas que le porteur de projet doit développer le projet à la fin. Non, finalement, il y a un agrément et l'agrément prend plusieurs mois. Il y aura une baisse de motivation et ça, c'est très compliqué pour un jeune ou moins jeune qui vient de se lancer dans un projet.
Après, ça dépend. Après, là, on passe sur la partie spécifique à chaque projet, un accompagnement spécifique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que, je vais donner un exemple, par exemple, une solution informatique, une application mobile. On va essayer de traduire la partie, on va dire, théorique à la partie pratique qui est opérationnelle. Comment développer cette solution? Donc, on dessine l'architecture technique. Donc, il y aura toujours, quand je dis ça, c'est pas moi qui le fais. Hein. Oui. Donc, il y a des experts, il y a des coachs, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ça. Donc, l'architecture, la technologie à utiliser, et on trace un plan de travail avec le porteur de projet avec une méthode, ce qu'on appelle une méthode agile. Qui veut dire, la méthode agile, c'est qu'on trace un plan avec des timelines, avec des délais. Avant ça, on fait un exercice pour calculer combien, par exemple, pour développer un module dans une application, ça prend combien de temps. Et après, sur cette base-là, on trace le plan. Chaque fois qu'on développe une partie, un module, on le teste, on le valide ou pas. Comme ça, on gagne beaucoup de temps et on va être efficace. C'est pas comme la même chose. C'est pas on développe la solution, on la teste, finalement il faut modifier ça, il faut faire intégrer cette fonctionnalité. Et ça aussi, toujours, ça joue sur la motivation du porteur de projet. Quand le projet arrive à partir, je sais pas, 70-80% de développement, on essaye de commencer à le commercialiser, on le présente, ça dépend, le projet c'est pour le grand public ou pour on va dire le B2B. B2B, oui. Donc on essaye donc on trace le plan de commercialisation et le plan de marketing et communication du projet. Ça c'est en parallèle. Et après on crée l'entreprise et des fois on a des accords de principe de signature de contrat avant la création d'entreprise. Ce que je peux conseiller aussi aux gens qui veulent y aller vers l'entrepreneuriat, si vous avez la capacité de développer, vous présenter votre projet à votre cible avant de se lancer. Exemple, moi j'ai un projet, mon client... Faire une étude de marché? Pas vraiment une étude de marché, mais un test. Est-ce que le projet intéresse? L'étude du marché, oui, on peut le faire si quelqu'un... Parce que c'est beaucoup de temps, hein, et il faut s'impliquer. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent aussi. Si on l'a fait, c'est compliqué de la faire soi-même. Donc, il y a des gens... C'est une offre de service, c'est une entreprise. C'est un... je ne sais pas comment on l'appelait. Peut-être en parler à une personne qui peut être potentiellement. Mais réellement, des... y aller vers notre cible, par exemple une entreprise, lui proposer le projet, est-ce que ça vous intéresse? Si ça les intéresse, donc ça, parce que même si ça les intéresse, est-ce qu'ils peuvent la mettre en place avec eux? Parce qu'une entreprise, elle a des fonctionnalités, elle a un fonctionnement. Est-ce que tu leur ramènes une innovation, ça va chambouler un peu leur méthode classique? Donc tout ça, c'est comme nous ce qu'on fait, on organise ce qu'on appelle les dîners d'IncubMe. On invite les potentiels clients de nos startups et de nos entrepreneurs. On leur présente, on le fait tout le temps, chaque semaine on le fait. Hier on l'a fait avec une multinationale. Ils sont venus, puis on est parti chez eux. Tous nos startups, ils ont présenté leur projet. Et c'est là où le grand groupe, moi, ce projet-là m'intéresse, ce projet-là m'intéresse, ce projet-là m'intéresse. Après, nous, on a ce qu'on appelle de l'open innovation. Hein. Donc ça, c'est un autre sujet où on le fait avec... Très bien, nous avons avec nous par téléphone un expert en entrepreneuriat, M. Hicham Babahmed. Bonjour, M. Hicham Babahmed. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, très bien. Bonjour, ça va, vous allez bien? Très bien, j'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors, vous êtes expert en entrepreneuriat, alors enseignant en management, voilà, à la HEC Coléa, c'est ça?
Exactement, oui. Voilà, très bien. Donc, se lancer dans l'entrepreneuriat n'est pas toujours aisé, n'est pas une simple, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est vrai que c'est le rêve de beaucoup de personnes se dire, je veux devenir patron, je ne veux plus dépendre de quelqu'un ou recevoir des ordres de quelqu'un, mais se lancer, c'est pas toujours évident. Quels sont les conseils que vous pouvez donner justement aux jeunes entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, hein, ceux qui se lancent? L'un des premiers conseils, c'est d'être très coriace. Et ne pas baisser les bras parce que l'entrepreneuriat, c'est un challenge à relever. Et deuxième conseil, c'est de faire très attention pour optimiser son temps parce que chaque minute compte et en même temps ne pas compter son temps pour faire face aux défis. Voilà, c'est essentiel. Sinon, il faut essayer de travailler, il faut apprendre à travailler en groupe, parce que l'entrepreneuriat, c'est un long chemin. Par contre, si on travaille en groupe, on peut se partager la tâche et être dans une optique de gagnant-gagnant et d'intelligence collective. D'accord. Il faut savoir travailler avec sa team. Voilà, il faut savoir travailler avec sa team, travailler tous ensemble. L'entrepreneur n'est pas le seul à, on va dire, à porter l'entreprise, le projet. C'est toute la team qui le porte. Mais quand on se lance dans un projet, il y a aussi des échecs. Alors, ces échecs-là, comment doit-on les prendre? Est-ce que ça doit être une leçon? Est-ce que c'est bon aussi d'avoir des échecs? C'est essentiel d'avoir des échecs et c'est essentiel de capitaliser ses efforts pour réussir grâce à ces échecs. Parce qu'on a tendance à vouloir ne pas en parler par peur ou pour éviter d'être taxé de quelqu'un qui a échoué, alors que depuis l'enfance, un bébé ne peut pas apprendre à marcher dès le premier jour. C'est à peu près la même chose. Donc en entreprise, on fait beaucoup d'échecs. Il faudrait juste essayer de calculer pour éviter de tout faire foirer. Par exemple, on peut pas mettre tous les œufs dans le même panier et se demander pourquoi on a tout perdu. Donc il faudrait essayer d'éviter les gros échecs dans le sens où on va mettre tout le capital dans une même affaire, par exemple, ou peut-être faire des contrats qui ne sont pas validés par un juriste. Parce que là aussi, c'est un long chemin, parce que on ne peut pas être en même temps juriste, en même temps spécialiste en management, en marketing, etc. On peut avoir des notions, il faut toujours faire appel à des spécialistes, surtout si c'est un contrat avec une multinationale ou autre. Il faut être très réglo de ce côté. Et pour que l'échec, même si l'échec soit validé, c'est un échec entrepreneurial et non juridique, par exemple. D'accord. Alors les clés du succès pour un entrepreneur, c'est savoir déléguer, savoir travailler avec sa team, savoir rebondir. Quoi d'autre? Et aussi parce qu'on a tendance à oublier que l'entrepreneur, c'est un leader, c'est quelqu'un qui va tirer la team et aussi qui va parler aux clients, aussi qui va parler aux entrepreneurs pour louer des contacts, etc., avec la concurrence. Donc c'est un mindset très important à connaître. Ce n'est pas une fatalité si quelqu'un vous dit ou va assumer je suis pas fait pour l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat ne doit pas être un phénomène de mode, mais un challenge à relever. Donc l'entrepreneur sans la team, sans son équipe, il n'est pas grand-chose, parce qu'il ne peut pas tirer tout un bateau à lui tout seul. Et donc du coup, il faudrait avoir une sorte d'état d'esprit qui nous permet d'être à la fois un guerrier, mais aussi quelqu'un de tendre avec son équipe. Donc c'est dans ce sens où c'est pas aussi évident à expliquer en 2-3 minutes. Une main d'acier dans un gant de velours. Voilà. Exactement. Voilà. Très bien, merci beaucoup Monsieur Hicham Baba Ahmed, vous êtes expert en entrepreneuriat, merci encore pour votre participation. Voilà, donc comme le disait Monsieur Baba Ahmed, c'est une main d'acier dans un gant de velours, coach? Bah oui, il y a tellement de choses à gérer en même temps.
c'est pas évident. Donc si on n'est pas préparé, si on n'est pas accompagné, si on n'a pas un groupe, si on n'a pas la team, c'est pas évident. C'est pas un travail d'une personne et c'est assez complexe. Une entreprise, c'est beaucoup d'activités, de fonctions. C'est vrai quand on commence comme ça petit, une petite start-up ou une petite PME, une TPE, mais après ça s'organise. Il faut déléguer, il y a des fonctions qui s'installent. La partie finance, la partie ressources humaines, la partie commerciale, la partie technique, même si on est seul au départ, mais cet organigramme doit exister dans nos têtes. Il faut aller vers ça. Après, ça dépend de l'activité, mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est délicat, c'est pas impossible, mais il faut connaître. C'est des compétences à acquérir. Et c'est facile à acquérir justement. C'est pas. Ça dépend de la personne et ça dépend de quoi on a envie. On peut acquérir, bien sûr. On peut se former, mais si on a envie. Maintenant, après, il y a des gens qui ne sont pas faits pour la chose. Ils ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, tout simplement. Oui, c'est possible, il faut l'avouer, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on fait un test pour savoir si on est fait pour l'entrepreneuriat ou pas? Est-ce que... Je peux faire le test avec toi. Non, mais ça me tient à cœur, j'aimerais savoir. Il n'y a pas un test comme ça, profiler on peut créer 36 000 tests pour essayer de voir un peu l'esprit entrepreneurial. Déterminant, on va dire. Un test déterminant, vous regardez la personne. Ça se travaille, c'est pas déterminant, non. C'est-à-dire il y a des prérequis, il y a des choses qu'on a, mais il y a des choses qu'on peut travailler. Un esprit, les caractéristiques personnelles d'un entrepreneur, par exemple, si on peut comme ça les citer, mais ce n'est pas à titre limitatif. Hein. C'est le goût du risque. Hein. Le risque zéro n'existe pas dans le business. Hein. Oui. Cette confiance en soi qu'on doit travailler, qu'on doit avoir. Cette fixation d'objectifs, on travaille par objectif, ça se travaille. Important, ouais, tout est important, tout est important, mais tout peut être travaillé. Absolument. La confiance en soi, il y a des spécialistes pour ça. Oui. C'est pas fatal quand je suis ou je le suis pas. Après, on a remarqué que même pour l'entrepreneuriat, il y a une partie quand même de personnes qui ont hérité, c'est-à-dire de père en fils ou de mère en fille. Il y a des entreprises familiales qui sont reprises par les enfants. On a hérité peut-être la technique. Je suis commerçant, par exemple, d'une famille de commerçants ou d'industriels ou d'agriculteurs, oui. Voilà. Quand on évolue dans un milieu d'agriculteurs ou d'industriels, oui, bien sûr, ça aide beaucoup, bien sûr. Mais c'est très clair. Mais est-ce que ça, c'est un entrepreneur? Si on a hérité de quelque chose, c'est pas notre idée, c'est pas notre solution. On peut pas forcément. Si on peut, mais on a été formé, on va dire en quelque sorte. On a peut-être vu nos parents ou la famille travailler. Si on était proche à la chose, donc on a déjà des réflexes qu'on peut aussi développer par la suite, comme on peut ne pas être du tout dans le domaine. C'est les affaires. C'est pas tous les enfants qui reprennent l'affaire familiale. Il y a des enfants qui se disent, bah non, moi je veux être médecin, je veux être salarié, je veux être ceci ou cela, artiste par exemple. Voilà, je veux pas forcément reprendre l'affaire de mon père. C'est pas héréditaire. C'est pas héréditaire, exactement. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Samira Hadj Ammar avec Pêle-mêle. C'est moi. Alors, pêle-mêle. Pêle-mêle, oui. Aujourd'hui, je vais parler un peu de l'évolution de l'entreprise en Algérie. Alors, on sait que la création d'entreprises ou l'entrepreneuriat a constitué un tournant majeur dès la fin des années 80. L'État a mis en place réformes et une transition à l'économie de marché s'est opérée avec notamment la création d'un nouveau code des investissements promulgué durant l'année 1993. C'est un peu l'historique. Hein. Le contexte de l'époque a voulu que les pouvoirs publics ouvrent les bras aux initiatives privées pour d'abord contribuer, et c'est un élément important, à résorber le taux de chômage. Et puis bien sûr, ajouter la valeur qui est fondamentale ou l'un des paradigmes dominants de l'entrepreneuriat juste après. Saisir l'opportunité, vous leur dites ça, la création de l'organisation. On n'oublie pas bien sûr le fondamental, innovation. Sinon, à quoi bon ? Alors, depuis les années 80, des mécanismes ont été créés et réformés. L'ANSEJ, beaucoup d'argent a été injecté pour donner justement cette possibilité à des jeunes de créer leur propre entreprise à travers le territoire national. Est devenu l'ANDI. L'ANDI est un mécanisme amélioré de l'ANSEJ. L'ANAD. L'ANAD aussi. C'est l'ANAD. L'ANSEJ est devenu l'ANAD. Il y a aussi l'ANDI. L'ANDI pour l'investissement. Exact. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? On a compris de nos erreurs. Ce qui a manqué le plus, et vous le savez, vous et vous aussi, c'est la formation. On a beau avoir des financements, une bonne idée ou une fausse bonne idée aussi, ça peut être le cas.
Mais quand on n'a pas la formation que vous donnez, vous, dans un incubateur, c'est l'accompagnement et l'encadrement. Même si vous avez le financement, ça peut finir mal ou ne pas démarrer. Alors, et pareillement pour le code des investissements avec ses facilitations. Beaucoup se sont heurtés à la bureaucratie parce qu'ils ne connaissaient pas le chemin à parcourir, parce qu'ils ne connaissaient pas les codes, par exemple, pour le référencement voilà, vous avez compris. Ainsi, au début de l'année dernière, en 2021, sur 6 516 demandes, 751 entreprises algériennes ont été labellisées. C'est un chiffre du ministère des Startups. Ces entreprises sont localisées principalement à Alger, Oran et Constantine. Vous avez remarqué que c'est dans les grandes villes, c'est pas un peu... C'est normal, parce que c'est les villes où il y a plus de population. D'accord. Je pense. Ok. Et alors, pour obtenir ce label, des critères sont imposés tels que l'entreprise doit être créée depuis 8 ans au moins. Elle ne doit pas employer plus de 250 employés. Voilà. Et son modèle doit être toujours innovant. On rappelle en passant que le taux d'activité entrepreneuriale féminin, parce qu'il faut toujours parler de ça, est de 5,7 et que pour le masculin, c'est 12,3. Toujours. Alors, d'après une étude menée par le CREAD, c'est un centre de recherche économique. Vous êtes d'accord, vous recevez plus de jeunes que de jeunes filles, ou ça a changé, ou c'est un chiffre qui date depuis quelques années? Ça dépend. Donc, l'année passée, par exemple, chez nous, on avait plus de filles que de garçons. Cette année, c'est le contraire. Plus de garçons que de filles. D'accord. Ça s'explique comment? Vous savez, vous voyez aussi par rapport aux autres incubateurs, aux autres startups? Non, c'est plus parce que nous, on part plus à l'international, donc on ramène des personnes de l'étranger. Et comme on a intégré cette année le Moyen-Orient, je pense que c'était le facteur, parce que je pense que c'était le facteur principal. Au niveau du Moyen-Orient, il y a plus d'hommes qui entreprennent que de femmes. D'accord. Depuis, ça a évolué, bien sûr. Il y a on essaie d'avoir l'équité, mais sur beaucoup de choses, reste à faire, bien sûr. Mais l'évolution est remarquable dans ce domaine qui me fait poser cette question. Alors, d'après vous, je vous pose à tous les deux la question, ou à tous, pourquoi à tous les deux? L'Algérie a-t-elle réuni suffisamment les conditions idéales pour la création d'une start-up nation? Pourquoi je vous dis ça? L'année prochaine, Alger va accueillir l'un des plus grands sommets africains des startups. Il va y avoir vous en avez entendu parler? Bien sûr. Voilà, il va y avoir des milliers d'experts qui vont venir de tous les continents, de tout le continent, même d'autres continents. Il va y avoir des workshops, il va y avoir des interventions. On va dire que c'est presque incontournable. Depuis aujourd'hui, le Digitech a démarré au CIC, donc ça réunit aussi... beaucoup de start-up, beaucoup d'entrepreneurs, et tout est pratiquement, on mise beaucoup sur la transformation digitale, qui est l'un des premiers objectifs des personnes qui viennent, qui se présentent dans... Aujourd'hui, si je parle par rapport à ce sujet, là on rentre dans le domaine des start-up, parce qu'il y a une différence entre une start-up et une entreprise classique. Par rapport déjà au grand événement qui va se dérouler l'année prochaine, il le faut. On est obligé de partir à l'international. Il y a un événement qui va se dérouler donc le 5, 6, 7 décembre. Donc c'est le ministère des Startups qui l'organise. C'est une rencontre interministérielle pour plusieurs pays d'Afrique. Plusieurs ministres d'Afrique vont venir pour essayer de développer l'Algérie comme un hub entrepreneurial continental. Et ça, il faut y aller vers ça. Parce qu'aujourd'hui, si on part sur les startups, par rapport à ce que vous avez dit au début, est-ce que l'Algérie a mis les mécanismes? Je peux vous dire, en Afrique, on a les meilleurs mécanismes en Afrique. Moi, je me déplace tout le temps en Afrique. Il y a eu même des facilitations qui ont... Oui, ça on a n'existe par pas exemple en le Afrique. Congé, quand on est déjà salarié, on peut avoir un congé pour lancer sa propre entreprise. Ça n'existe pas en Afrique. Les aides, les avantages, les facilités. Mais surtout les mécanismes, on va dire le cadre légal. Exact. Oui. Il y a des pays qui ont créé le Startup Act et tout, mais quand on voit les résultats par rapport à l'Algérie, ça n'a rien à voir.
Aujourd'hui, l'Algérie a mis de très très bonnes, on va dire, bases. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi il faut y aller à l'international? Il faut y aller à l'international. Vous avez dit que une start-up, elle doit croître tout le temps. Aujourd'hui, le marché algérien pour une start-up, c'est bien qu'elle débute ici en Algérie, mais elle va automatiquement, si on va l'appeler vraiment une start-up avec une croissance importante, automatiquement, à un certain moment, le marché algérien va se saturer. Et du coup, il lui faut d'autres marchés pour continuer tout le temps à croître. Et du coup, et aller vers d'autres pays d'Afrique, on part par nature, on est un pays africain, donc on part vers d'autres pays d'Afrique, ça va nous permettre de y aller avoir une croissance qui va être tout le temps importante. Nous, notre stratégie au sein de notre incubateur, on fait le contraire. Nous, on ramène des gens de différents pays d'Afrique. On les accompagne gratuitement, on leur met tous les moyens qu'il faut. Et après, c'est ces jeunes-là qui repartent vers leur pays d'origine. Donc on a fait le contraire. Parce que nous, on est une petite structure, on n'est pas un État. Ce n'est pas un pays, donc le pays il a plus de moyens de communication, il a les différentes ambassades, donc ça c'est fort. Nous, c'est une petite structure, donc c'est un incubateur. Donc nous, on ramène, on les accompagne, on crée leur entreprise en Algérie et c'est eux qui s'exportent vers leur pays d'origine. Vous pouvez matérialiser ça avec le projet sur lequel vous êtes les 8 pays participants à votre incubateur en ce moment? C'est ça. Donc c'est quoi la thématique générique? C'est quoi Aujourd'hui, le programme Africa, c'est ça le but. C'est que ces pays-là qu'on a ramenés, ces jeunes, on a sélectionné 12 startups de 8 pays. On les a ramenés en Algérie. Donc ces startups-là vont créer leur entreprise en Algérie. Donc c'est un bénéfice pour le pays. Mais ils vont s'exporter vers leur pays d'origine. Pourquoi on fait ça? C'est par facteur de confiance. Aujourd'hui, c'est compliqué pour un jeune ou une petite start-up ou une start-up d'intégrer de nouveaux marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a le facteur confiance, ils ne nous connaissent pas. Mais ils ne connaissent pas le jeune, la personne, ça c'est important. Ils ne connaissent pas le marché, ils ne connaissent pas les concurrents, ils ne connaissent pas les gens. Parce que l'Afrique, on parle d'Afrique là, parce que même chose, c'est un continent qui a ses spécificités. Qui a des concurrents, qui a d'autres pays qui sont en Afrique. Il y a du lobbying. Donc, il y a du lobbying en Afrique où les gens n'aiment pas voir un jeune étranger venir prendre d'autre part parce que c'est de la concurrence entre les pays. Et ça, l'Algérie aujourd'hui, je peux vous dire que nous, on a fait une étude avant d'y aller vers l'Afrique. Et on a fait une étude sur soit presque 363 000 personnes. Sur les 363 000 personnes, 82% adorent l'Algérie. Pas aiment l'Algérie, mais adorent l'Algérie. Ça, c'est important. C'est ça qui nous a poussé et motivé à aller vers l'Afrique. Aujourd'hui, Incumi, donc j'ai dit le nom de l'incubateur, donc fin 2023, on va s'installer dans 12 pays en Afrique. Qui veut dire donc 4 pays avec l'Union africaine. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a le résultat et automatiquement on peut s'installer. Et on s'installe dans des pays qui nous aiment, qui nous facilitent. Quand on arrive, on dit on est algérien. Ah oui, venez, tape. Et ça, c'est important. En clair, vous formez de futurs clients avec qui vous avez instauré un rapport de confiance nous, on fait du business. En les formant. Nous, on fait du business. L'accompagnement de l'incubateur, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on accompagne ces jeunes-là, on prend des participations dans le capital. Qui veut dire, c'est qu'on les ramène, on leur met les moyens, c'est gratuit. On va continuer juste après parce qu'on a un appel. Okay. Pardon. Alors, nous avons Manel Djoulen qui est entrepreneuse. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va, merci, alhamdoulilah. Alors, vous allez parler de votre expérience dans l'entrepreneuriat, c'est cela? Oui. Oui, alors comment vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Vous étiez salarié, vous avez tout laissé tomber pour lancer votre entreprise. Comment s'est faite la transition? Alors la transition, elle a été, en fait, le choix d'entreprendre est venu d'une volonté de s'affranchir de certaines contraintes, donc notamment qui sont liées au salariat.
On sait bien que quand on est salarié, on est un peu limité, qu'il soit côté liberté ou en fait il y a plusieurs contraintes. Et aussi, au fait, le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le désir de me lancer dans une aventure, mêlant la passion et le challenge personnel. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis l'une des 3 fondatrices de Isora en Algérie. Donc, c'est une entreprise qui œuvre dans l'écotourisme et la valorisation du patrimoine culturel algérien. Et c'est du pur entrepreneuriat féminin. Très bien. Et ça fait combien de temps justement que votre entreprise existe? Alors, cela fait 2 belles années. 2 belles années d'aventure et de challenge. Et justement, comment que ça se passe pour vous en ce moment? Est-ce que vous avez fait face à des contraintes, à des défis, voilà? Ben, écoutez, en fait, quand on est entrepreneur, chaque jour a son lot de challenges, chaque jour a son lot de craintes et de problèmes à gérer. Et c'est juste qu'en fait, le mindset d'un entrepreneur, c'est un mindset qui est orienté vers les solutions. Donc, c'est une personne qui est orientée chaque jour à trouver des solutions à des problématiques bien définies. Des fois, on est même mis face à des situations où on ne s'attend pas. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut toujours trouver des solutions et des solutions et des solutions. D'accord. Et aussi, en fait, le fait d'être dans l'entrepreneuriat, ça nous permet déjà de développer sans contrainte ses propres idées, ses propres projets, si on veut dire. Et ce qui est plus passionnant, c'est de faire réellement ce qu'on aime sans aucune contrainte. Bon, à part, des fois, il y a des contraintes financières, ainsi de suite et tout. Très bien. Merci beaucoup, Madame Manel Djoulan. Vous êtes entrepreneur. Merci pour votre intervention. Bonne journée à vous. Et tout de suite, nous passons à la rubrique de Wahida Salem Sherif ou Cher. Oui. Parlant travail, parlant de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, le télétravail. Donc, depuis la pandémie, toute la planète a connu le télétravail. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. En fait, le télétravail est devenu une partie intégrante de notre quotidien depuis la crise sanitaire. Rendu possible grâce aux nouveaux outils technologiques et numériques, il offre de nombreux avantages aux employés. Parmi les avantages, en supprimant le temps passé dans le transport en commun, le télétravail rend les salariés moins stressés, donc on ne court pas après les moyens de transport. S'il fait beau, s'il fait chaud ou il pleut, donc nous, on n'est pas concernés, on est chez nous, on est bien au chaud ou bien au frais. Pourtant, le télétravail à distance peut aussi présenter des inconvénients et on en parle très rarement. Oui, voilà, les inconvénients, on les oublie. Justement, on va en parler aujourd'hui. Donc, il faut savoir que tout est une question d'équilibre, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites à vos... Donc, travailler de chez soi, c'est savoir résister à l'appel de la distraction. C'est vrai. Voilà. Je confirme. Éviter la surconnexion, apprendre à être autonome. C'est très important. Donc, il y a un phénomène qu'on observe depuis que les gens ont fait le choix de faire du télétravail, c'est la solitude. Donc on se retrouve, la solitude c'est probablement l'inconvénient le plus souvent cité. D'ailleurs j'ai retrouvé ça dans des témoignages, dans des forums et tout. Donc les gens se plaignent de la solitude. Certaines entreprises proposent l'alternance entre par exemple une semaine il fait du télétravail chez lui et l'autre semaine il revient au bureau. Comme ça il garde les liens sociaux et il garde cette amitié avec ses collaborateurs, ses responsables, mais aussi ils rafraîchissent leur envie d'évoluer dans l'entreprise. Sinon, ils ont envie de partir et de créer leur propre entrepreneuriat ou projet. Voilà. Donc, en travaillant à distance, vous pouvez avoir la sensation d'être moins accompagné par votre manager ou tout simplement avoir cette impression d'être délaissé dans son petit coin et se dire tiens, qu'est-ce qui se passe au bureau? Ou je déouvre la vie, qu'est-ce que j'ai pu rater? Eh ben, pour certains, non, c'est pas le cas. Donc, il y a même le travail d'équipe qui nous manque. Donc, il n'y a plus de concurrence. On est dans son petit coin, on est monotone, on reproduit tous les jours les mêmes activités et du coup, on n'a plus cette envie de créer ou de faire autre chose de plus. Donc, il y a aussi, qui est très important, le manque d'échange entre collègues. Donc, vous avez remarqué, nous, chaque matin, on bouillonne avant d'arriver ici, on échange.
Pardon? Surtout ça. Surtout ça. Mais on est dans les médias. Voilà, c'est ça. Et ben oui, notre collègue où je m'adèche et puis du coup ça nous permet de rester vraiment éveillés au courant de tout ce qui se passe. Donc certains télétravailleurs apprécient l'émulsion en groupe, c'est important d'être en groupe et d'autres pas. Donc enfin, d'autres personnes peuvent se retrouver en marge d'importants développements quand ils sont en groupe. Par contre, s'ils sont seuls, ils se contentent de faire machinalement leurs tâches sans apporter un plus à l'entreprise. Il y a un autre risque qui est très courant du télétravail, c'est la surconnexion. C'est-à-dire, un amoureux du travail, c'est un peu notre cas, nous. C'est qu'on travaille la journée et puis on se dit, Ma'alish, il est 17h, j'arrête pas. Je finis quand même mon travail, il est 18h. Je vais quand même finir par répondre aux emails la nuit. Tiens, est-ce que ce client m'a répondu ou pas? Je vais vérifier mes emails. Et là, ça crée une surconnexion et à un moment donné, on finit par saturer. Voilà. Donc, et il y a aussi un autre point très important, c'est qu'on devient indiscipliné, on manque de discipline. Donc, lorsqu'on fait du télétravail, donc chez soi, on peut être tenté par ce qui nous entoure, un livre, un jeu, un film, aussi. Voilà, du chocolat. Aller préparer quelque chose en cuisine. Quand jouer on a avec des enfants, des animaux de compagnie aussi, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, et tout ça. Vous imaginez, oui. Surtout ça. Et cela nous distrait. Et surtout, oui, voilà, en fait, c'est un rituel quotidien qu'on crée pour un peu sortir de notre routine, mais finalement. Oui, pour les. Le haut qui est officiel, et voilà. en bas. Ça, c'est quand on fait des vidéoconférences, des réunions, voilà, c'est vrai. Même en short, quand il faisait beau, et en haut, on voyait des chefs d'entreprise en costume. En costume, à moitié costume. Voilà, il y a eu même des scènes, il y a eu même des gens haut placés dans le monde, il y a eu leurs enfants qui ont ouvert le bureau dans des conférences. Ils se sont mis à se bagarrer entre eux, à se chamailler. Donc ça aussi. Alors, il y a aussi. Alors, où est-ce que je suis arrivée? La discipline. Voilà. Donc, il y a aussi un point très important. Le dernier point, c'est de devenir sédentaire. Donc, on ne veut plus rien faire. Et on se dit... C'est la dépression. C'est limite déprimant. C'est déprimant de rester toujours dans le même coin, toujours le même décor, ne pas sortir, ne pas voir et souvent, prendre l'air. Les gens font l'erreur de poser leurs ordinateurs ou leur portable face à un mur blanc. Et du coup, on va se dire, comme ça, je ne vais pas être dérangé par qui que ce soit. Mais finalement, c'est une erreur. Regarder un mur face à soi durant 8-16 heures, ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup, c'est pas évident. Comme on le voyait à l'image, quand on a les enfants qui crapahutent un petit peu partout, c'est vraiment pas évident de travailler à la maison. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, donc, pour les personnes qui sont toujours, qui font du télétravail, c'est une bonne chose. Donc, profitez-en pour faire autre chose durant votre temps libre. Par exemple, du sport, de l'art ou faire d'autres activités physiques. Il faut savoir s'organiser. Faire du chocolat. Voilà. Tout est dans le dosage. Il faut tout, comme on le dit pour autre chose, il faut tout consommer avec modération. Beaucoup de modération. Voilà. Il y a quelque chose de très sympathique qui a été créé ces dernières années, c'est les espaces de coworking. Voilà, qui permet de travailler. Même quand on est une entreprise, c'est-à-dire une personne, on peut aller travailler. Mais ça, c'est pas du télétravail. Télétravail, c'est généralement quand on a. C'était dû à la pandémie, donc on ne pouvait pas être en contact avec du monde. Et puis certaines entreprises ont vu vraiment du télétravail. Il y avait avant la pandémie, il y avait beaucoup de télétravail à l'étranger. Ça avait même arrangé certaines personnes de faire du télétravail, se retrouver à la maison et travailler de la maison. Même les entreprises, ça les arrange aussi. Ils ont continué à sur le faire en... C'est le financier qui ressort. Oui. Vous imaginez ce qu'on peut gagner en matière de coûts, en matière de salaire, de frais de transport. C'est magnifique. C'est beaucoup de frais, exactement, qu'on gagne. Je ne paye pas le transport. Moins d'électricité, l'abonnement Internet. L'abonnement Internet, pas mal de choses. Quand tu fais travailler il y a eu des entreprises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'en fait, ils demandent aux personnes qui travaillent chez eux d'utiliser leurs propres outils. Donc, leur propre ordinateur portable, qu'est-ce qu'il va faire? Le poste fixe qu'il a dans son entreprise, il embauche quelqu'un d'autre. Et du coup, les gens travaillent encore plus et ça lui permet de faire plein d'économies. Vous imaginez ce qu'on gagne en matière de transport en ville? Exactement. Les embouteillages, les dérangements. C'est-à-dire, vous commencez, si vous êtes chez vous, vous commencez à travailler à 8h, à 8h moins 5, vous êtes encore en train de vous préparer. Oui. Mais vous sortez 1 heure avant si vous allez partir. Donc, on voire plus pour gagner du temps. Oui. Et puis, si on rencontre si on est en retard par rapport au transport en commun, ça risque de nous affecter, d'être de mauvaise humeur, alors que quand on est chez soi, on est tous passés par là. Mais on gère juste notre espace. Voilà, on met de la musique, on regarde quelque chose. Social, rien ne remplacera le contact, ça c'est clair. Mais après, on peut combiner, c'est ça. C'est pour ça
que certaines entreprises ont trouvé l'astuce de faire travailler par intermittence leurs collaborateurs une semaine chez soi, une semaine au sein de leur entreprise. Alors, messieurs, quel conseil donneriez-vous, parce qu'on est pratiquement à la fin de l'émission, quel conseil donneriez-vous à une personne qui veut justement passer de salarié à entrepreneur? Moi, avant le conseil, je voulais rebondir sur quelque chose qui est très important tout à l'heure. C'est cette histoire de la GIRA, mais tous les moyens. Oui, on a beaucoup de dispositifs, mais peut-être il y a un élément qu'il faudrait, ça a été signalé dans le papier, c'est la formation. Oui. Donc, on ne peut pas transformer quelqu'un en entrepreneur par une loi, par un décret, par une organisation. C'est-à-dire, un État, il faut former les gens. Vous savez, les dispositifs, on a discuté avec des étrangers, ils sont jaloux de ce qu'on a. Mais vous savez, on a les dispositifs d'aide, de création, des espaces de coworking, des incubateurs, des coachs. Puisque la source de création, c'est le problème. Alhamdoulilah, nous avons beaucoup de problèmes. Ben oui, parce que chaque problème... Non, mais chaque problème a une solution. Je suis sérieux, c'est-à-dire que normalement, si on regarde un peu le taux de création d'entreprise, en Algérie, on doit avoir un taux très important. Oui. Toutes les problématiques qui sont posées cherchent des solutions. Chaque solution est une opportunité d'affaires. On a tout. Qu'est-ce qui manque? Peut-être un petit détail, la formation. L'encadrement. La formation, l'encadrement, les coachs existent, les formateurs existent, les structures d'accueil existent. Il faut peut-être d'abord former, parce que et la première formation, c'est de travailler sur la personne, ce mindset. Vous aimez ce mot, mais et ça, travailler cette personne pour avoir l'esprit entrepreneurial après, parce que certains coachs se trompent. Je vais vous coacher sur le plan finance, fiscalité, impôts. Parce que la réalité, la jeune dame l'a souligné tout à l'heure, c'est quand vous commencez à travailler, vous êtes face à des problèmes de location. Vous savez, l'année passe très vite. Et il faut commencer à payer le loyer. Les salaires que vous allez payer, la fiscalité, les impôts. Les gens ne savent pas, ne comprennent pas un peu ce que c'est qu'un système de fiscalité forfaitaire ou réel. On ne sait pas ce que c'est qu'une CNAS, qu'une CASNOS, que notre sécurité sociale. Comment calculer un coût de revient? Moi, je fabrique un produit, mais il coûte combien? Quelle est ma stratégie de fixation des prix? Comment aborder ces... Mais tout ça, on le vit tous les jours. Donc, si on n'est pas préparé, si on n'est pas formé, vous avez les meilleurs dispositifs au monde, mais ça ne donne pas. C'est-à-dire, moi, j'aimerais bien que ces structures, un jour, se posent pour faire le bilan. Avec tout l'argent dépensé, on a créé combien d'entreprises? Et dans les statistiques, parce qu'on peut faire dire ce qu'on veut aller aux statistiques, moi, j'aime pas combien d'entreprises a été créées, micro-entreprises, start-up. Combien d'entreprises a réussi? Chiffre d'affaires. Voilà. Vous gagnez combien? Vous faites rentrer combien? Vous faites travailler combien de personnes? Et ben c'est ça, parce que si on va, c'est la création de richesses. On crée une entreprise pour créer des richesses. Est-ce que vous avez aidé à la résolution du chômage? Oui, mais ça c'est un autre niveau. Quand vous démarrez, vous ne pensez pas au chômage, hein, parce que c'est pas une priorité. Moi je dis, parmi les techniques de coaching, quand ils viennent, je leur dis, pourquoi vous voulez créer une entreprise? Parce que quand il y a des gens qui sont un peu décalés, oui, mais je veux résorber le chômage. La meilleure façon, calme-toi déjà, la meilleure façon de résorber le chômage, commence, c'est de la folie, il n'est pas réel. Commence par t'enlever-toi du chômage. Quand tu crées une entreprise, c'est déjà une hitwa. Quand tu crées 2 emplois, et dans quelques décennies, tu vas participer avec 0,0 quelque chose. Il faut savoir, il faut se fixer les vrais objectifs. Un jeune objectif atteignable. Exactement. Quand on est étudiant, on est déjà sur même la quête Sinan quelque part. Alors que ça c'est l'ancienne école, la vieille peut-être. La bonne école. Voilà, la bonne peut-être. Et il me dit un jeune devant un jury, pourquoi vous voulez lancer votre entreprise? Je veux participer au développement de l'économie. Ben oui, moi je suis d'accord. Oui. Excellente chose. On aime son pays, on veut le voir. Mais il faut être honnête. Comment tu vas participer à l'économie? Tu n'as même pas les 1500 dinars de pénalité des impôts quand tu déposes en retard. Commençons par voir les choses en vrai. Commençons par travailler sur nous-mêmes, de comprendre un peu cet environnement, de se placer, de se créer une place. Parce qu'il y a des priorités dans la vie. Après, je commence à déjà régler mes soucis, créer un emploi. Et l'objectif, parce que le jour où je démarre, je me fixe comme objectif de développer l'économie, il ne va pas aller loin, Sid. Il faut être réaliste. Exactement. Et puis, la réglementation. C'est avec ce mot.
C'est avec ce mot qu'on va finir. Bien sûr. Malheureusement, on n'a plus le temps. Donc, merci à vous d'avoir participé. Monsieur Adel Amalou, vous êtes directeur d'un incubateur. Merci d'avoir participé. Monsieur Houssine Bourkabous, vous êtes coach en entrepreneuriat. Merci pour tous vos conseils. Merci pour tous vos éclaircissements. Je vous donne rendez-vous demain à 10h30 pour un nouveau numéro de l'émission Ma famille, ma vie, en direct toujours. Sinon, prenez soin de vous et bonne journée à vous. Au revoir.